personnes qui arrivent toujours. Donc, il y a toujours quelques sièges de libre. N'hésitez pas à nous rejoindre à l'avant. Je vous invite à mettre vos téléphones portables en mode silence afin de profiter pleinement de cet événement en notre compagnie ce matin. Débutons. Green Sponsor, partenaire, membre de la presse, collaborateur du Journal des Archipels, chers invités, bonjour et bienvenue à cette première édition de la conférence Débat du Journal des Archipels, dont le thème choisi est « Quels sont les objectifs de développement durable dans l'océan Indien ?» Pour cet événement centré sur le développement durable, quoi de mieux que de l'organiser dans le cadre magique du Ravnala Attitude Hotel, qui fait partie du groupe Attitude, groupe qui se positionne dans le tourisme durable depuis plusieurs années déjà et qui compte parmi les green sponsors de cet événement. Nous en profitons justement pour remercier vivement nos autres green sponsors, Analysis, affilié de Kantar, UN Global Compact, Attitude, Action, Ciel, IBL, MCB, Terra et Vivo Énergie qui ont rendu cet événement possible et sans qui nous n'aurions pas été là ce matin. Ce projet sur les 17 objectifs de développement durable dans l'océan Indien comportait 3 volets. Une enquête auprès des entreprises de l'océan Indien, une publication d'un hors-série que vous avez entre les mains d'ailleurs, ainsi que l'organisation d'une conférence débat. Nous souhaitons que cette conférence, qui dure 3 heures, puisse mettre en lumière les actions des acteurs engagés dans le développement durable au quotidien et puisse aussi faire avancer le débat à travers une conversation franche et honnête. On va passer un petit moment ensemble, donc laissez-moi me présenter. Je suis Estelle et c'est avec le plus grand des plaisirs que je serai votre maîtresse de cérémonie en cette demi-journée de conférence. D'ailleurs, cette demi-journée sera bien remplie. Nous aurons 3 panels qui s'appuient sur les 3 piliers des ODD, environnement, économie et sociétal. Et nous aurons également l'intervention d'un expert de l'océan Indien par visio durant chacun des panels, ainsi qu'un débat avec vous, bien sûr, chers invités, un networking de qualité, un goodie pratique. Vous n'allez pas repartir les mains vides aujourd'hui. Bref, nous passerons un bon moment ensemble. Donc, attachez vos ceintures pour un superbe voyage ce jeudi matin. Le Journal des Archipels, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est un média dédié aux enjeux du développement durable. Il se concentre sur la région de l'océan Indien, Maurice, La Réunion, Madagascar, l'archipel comorien, les îles Éparses, Seychelles et l'Afrique orientale, et s'efforce de promouvoir des actions concrètes en faveur de la nature, tout en favorisant un dialogue ouvert entre les acteurs de la région. Voici une brève présentation du Journal des Archipels. Alors, jolie petite vidéo, bien sûr, et vous pouvez vous connecter sur le site internet pour plus de détails. Sans plus tarder, entamons cet événement avec le discours du directeur du Journal des Archipels, Jacques Romby, qui a lancé ce média indépendant engagé dans la diffusion d'informations pertinentes et inspirantes pour un avenir plus durable. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est un petit peu émouvant. En tout cas, vous avez ceux qui ont pu lire l'édito, donc je l'ai titré par 17 bouées de secours lancées à l'humanité. Donc si j'ai choisi ce titre à l'éditorial, ce n'est pas par simple recherche d'un titre accrocheur, mais bien parce que nos fameux ODD peuvent être perçus aujourd'hui comme autant de bouées de secours.
des bouées de secours dans un monde en train de couler, au sens propre comme au sens figuré en fait, avec la montée des eaux. Ceux qui connaissent mon optimisme naturel peuvent être choqués par ces propos pessimistes. Ils ne sont malheureusement que le reflet de la réalité que l'enquête de Analysis Kantar ne fait que confirmer. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette petite phrase prononcée par un ancien président de la République française, déjà voici plus de 20 ans en fait, était terriblement d'actualité. Il aura fallu attendre 2015 pour que les 17 ODD soient adoptés par l'ONU. Mais plutôt qu'adoption, parlons plutôt de proposition, tant le gap qui reste à parcourir est encore important à l'horizon 2030. Bien sûr, nous tous présents dans cette salle sommes bien conscients des défis à engager. Et je profite de cette tribune pour remercier à nouveau nos sponsors et partenaires pour avoir permis cet événement. Mais les faits sont là, et nos amis de chez Analysis Kantar n'ont pu que confirmer ce que nous redoutions. Un intérêt très relatif sur les questions environnementales, que cet intérêt est multiplié quand il y a un intérêt économique à la clé, que les entrepreneurs, notamment les plus petits, se sentent bien seuls face aux immenses défis à relever, que les gouvernements, enfin, nous donnent les bons moyens, les bons outils pour relever tous ces défis. Mais tout cela, nous allons en débattre dans les minutes qui suivent. Aussi, je voulais rappeler que l'objet de cette édition, qui sera renouvelée chaque année, est de lancer un débat et chercher des solutions ensemble. Beaucoup de bons exemples et de belles idées sont à lire dans le magazine qui vous a été offert. Je voudrais en citer une qui me semble bien résumer la situation et qui nous indique peut-être la marche à suivre. C'est la question du Business Unusual, développé par Global Compact, ou comment changer d'état d'esprit dans les affaires. Sur ce point, il est dit que les petites entreprises, au contact direct des consommateurs, ont beaucoup à apprendre aux grands groupes. À l'inverse, les grandes entreprises sont dotées des services dédiés au développement durable que les TPE et les PME ne peuvent avoir faute de moyens, mais aussi à cause du frein d'un langage trop technique. Les grandes peuvent donc communiquer aux petites les définitions de ces grands principes et l'intérêt de les appliquer. Il s'agit donc de mettre en place les outils d'interaction, les passerelles entre ces deux mondes de l'entreprise dans un esprit win-win. Tout le monde y gagnera en productivité et en notoriété. Ces idées de transmission et de sensibilisation dans un esprit gagnant-gagnant font l'ADN du journal des archipels. Ensemble, et je tiens encore à remercier au passage les entreprises et institutions qui croient en nous depuis 3 ans, ensemble avec nos équipes, nous pouvons, en notre humble mesure, participer à changer les choses. Nous le devons pour nos enfants à qui nous empruntons cette terre provisoirement. Je vois Jean-Luc Villain parmi nos invités et je pense à l'exemple du colibri qu'il a choisi comme logo de son entreprise. Beaucoup ici présents connaissent cette légende amérindienne qui met en scène ce petit oiseau qui essaie d'éteindre un feu de forêt avec quelques gouttes d'eau. Il sait que ses efforts sont dérisoires, mais il dit « je fais ma part ». Ensemble, faisons notre part et mettons en avant notre belle région qui pourrait donner l'exemple au reste du monde. En bref, et pour conclure, les 17 ODD sont des bouées de secours lancées à une humanité en train de se noyer sous la montée des eaux. Leur existence n'est connue que d'une infime minorité de décideurs privés et publics. C'est un petit peu les grandes lignes de l'enquête, des résultats de l'enquête. Les petites entreprises affairées à s'en sortir n'ont pas le temps ni les moyens de s'y intéresser. Sans parler du grand public affairé de son côté à simplement survivre. Cela pour une majorité de la population mondiale, faut-il rappeler. Alors ensemble, passons le message, travaillons de concert afin que ces objectifs soient perçus non seulement comme des solutions salutaires à long terme, mais d'abord comme source de profit et de croissance économique à court terme. Merci beaucoup. Merci Jacques Romby pour ce discours fort et poignant. Effectivement, cette terre qu'on emprunte provisoirement à nos enfants, nous sommes que des locataires, n'est-ce pas, et pas propriétaires. Alors, enchaînons tout de suite avec cette fameuse enquête qui a été menée auprès des entreprises de l'océan Indien sur 3 territoires, Maurice, Réunion et Madagascar, et qui vise à comprendre les préoccupations environnementales et sociétales des entreprises dans la région.
Pour en savoir plus sur la méthodologie de cette enquête, accueillons tout de suite sur scène Virginie Villeneuve, directrice associée, Analysis affiliée de Kantar. Toujours sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Donc bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la méthodologie tout d'abord de ces résultats. C'est un plaisir parce que le partenariat avec Jacques dure déjà depuis plusieurs années. Nous partageons cette problématique, en tout cas ce sujet, cette problématique nous tient à cœur et à chaque fois c'est un plaisir de participer. Donc c'est pour ça que pour ce hors-série, nous avons mené une étude dédiée spécialement à ce sujet. Donc cette étude concerne principalement les entreprises de l'océan Indien, mais aujourd'hui nous avons choisi d'ajouter aussi les résultats d'une étude sur les citoyens des îles Maurice et Réunion, dont on partagera des résultats. Donc pour démarrer sur l'étude sur les entreprises, nos priorités étaient au nombre de 4. Tout d'abord, comprendre les préoccupations sociétales et environnementales. Il s'agit ici vraiment de comprendre quelles étaient les opinions et les attitudes des entreprises par rapport au sujet et ce qu'on appelle en anglais plus communément les burning platforms. Concrètement, on leur a présenté les ODD et on voulait savoir quelles étaient leurs priorités pour eux, mais aussi pour leur pays. Et puis, on ne s'arrête pas là, parce que bien sûr, le développement durable, c'est important pour tout le monde. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on ose dire, ce qui est socialement admissible et la réalité. Donc ensuite, on a voulu vraiment savoir ce qu'ils faisaient concrètement au sein de leur politique RSE et quelles étaient les actions qui étaient menées et choisies. Cette méthodologie est une méthodologie quantitative qui a été menée en auto-administration en ligne. Donc en gros, on a envoyé des questionnaires sur un fichier de pas moins de 2000 entreprises dans l'océan Indien. Et le taux de retour, j'ai envie de vous dire, est déjà un indicateur de cet intérêt relatif par rapport au sujet, puisque nous avons pu obtenir 180 réponses. À savoir que Analysis Kantar a interrogé 700 entreprises à Maurice, 600 à La Réunion, 700 à Madagascar, et que cette étude a été soutenue par l'ADIR Réunion, par Business Mauritius, par la CCI de Madagascar, qui ont fait le relais, c'est-à-dire les relances. Et malgré cela, quand dans une étude B2B, on a généralement un retour de 20%, on est ici à moins de 10%. Donc c'est déjà un indicateur très fort. Pour en savoir un peu plus sur le profil des répondants, donc vous retrouvez un échantillon qui se répartit à 51% à Maurice, un quart à La Réunion et Madagascar 14%. Mayotte a été anecdotique. Les entreprises, la moitié des entreprises qui ont répondu ont moins de 100 salariés et l'autre moitié entre 100 à plus de 1000 salariés. Donc on a vraiment des entreprises de taille différentes et qui appartiennent principalement au secteur tertiaire. Le profil des répondants, donc les départements qui ont répondu sont principalement 2 départements, la direction générale ou le développement durable. Et on s'est aperçu que c'était effectivement soit le directeur général, soit le responsable RSE qui sont en charge des activités RSE et développement durable de l'entreprise. Donc, c'est vrai que le taux de réponse n'est pas merveilleux, mais la qualité des réponses sont là. Ce qu'on retiendra en 4 points de cette étude auprès des entreprises,
Comme vous l'avez compris, c'est d'abord un intérêt très relatif sur le sujet, bien qu'on ait 180 entreprises qui aient répondu, 150 ont passé le contrôle de qualité. Donc, développement durable, oui, on connaît, on fait, c'est déjà moins sûr. Et déjà répondre, ça n'a pas été simple. Second point, la priorité environnementale est claire et partagée par tous. Mais dites-vous bien qu'on est déjà sur vraiment des avocats de la cause. Hein. Mais on remarque, comme l'a dit Jacques, que les problématiques sociétales et économiques sont très fortes pour les entreprises. Et que bien qu'on ait conscience des problématiques environnementales, celles qui sont reliées à leur activité vont souvent prendre le dessus. L'inquiétude, l'envie d'agir et de s'engager sont là, mais comme je le disais, les priorités d'action de l'entreprise restent au cœur de son activité. Et enfin, on voit bien qu'il y a des leviers d'action qui doivent être activés pour améliorer non seulement la communication, mais aussi ce travail qui est déjà enclenché par les entreprises. Donc voilà pour l'étude entreprise, dont les résultats seront partagés juste avant chacun des panels pour donner quelques chiffres. Pour l'étude citoyen qui a été menée en février de cette année-là, de cette année 2023, voici les 4 objectifs qui ont été recherchés. Vous retrouvez des choses similaires, donc les burning platforms, et ça va être intéressant de voir quels sont les ODD prioritaires pour les entreprises et sont-ils les mêmes que pour les citoyens. Également, les attitudes des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Qu'est-ce qu'ils pensent surtout? Est-ce que déjà c'est important pour eux? Mais surtout, là où ça devient intéressant, c'est qu'on est allé mesurer l'écart. Il y a ce que je dis et ce que je fais. Et là, on va voir que l'écart qui est très important au niveau mondial, l'est sans grande surprise dans l'océan Indien aussi. On a tous envie de bien faire, mais je n'en dis pas plus, vous verrez les détails. Et dans ce genre d'études, vous retrouverez des recommandations pour aider les consommateurs à adopter ce style de vie plus durable dont ils ont envie. Cette étude quantitative auprès des citoyens a été faite en quantitatif sur un panel online à Maurice et à La Réunion, My Voice, un panel d'analysis Kantar. Donc 550 personnes ont été interviewées à Maurice et 450 à La Réunion, entre 19 et 55 ans, et un échantillon qui est représentatif de la population en termes d'âge, de genre et de CSP. Ce terrain a eu lieu en février 2023, donc c'est une étude qui est très récente. Je voudrais rajouter une chose. Comme je vous disais, il y a ce qui est socialement admissible. On va tous dire, ah oui, le climat, c'est important. Je me dépêche, je n'ai plus qu'une minute. Merci, Romy. Le climat, c'est important. Donc, chez Analysis Kantar et au niveau Kantar mondial, on utilise des techniques de honesty priming. C'est-à-dire qu'on met les gens dans des situations où ils se sentent suffisamment à l'aise pour avouer des choses qu'ils n'oseraient pas avouer. Hein, c'est juste pour vous dire qu'on essaie d'avoir des choses qui reflètent vraiment la réalité. Et pour les principaux résultats, je vous propose qu'on les voit dans les introductions des différents panels, mais je pense que j'en ai déjà dit suffisamment. Merci à vous. Merci Virginie pour cette présentation de l'enquête et bien entendu on aura encore plus de détails pendant les 3 panels qui vont suivre. Alors commençons tout de suite avec notre panel numéro 1 et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme mentionné plus tôt, nous avons 3 panels basés sur les 3 piliers des ODD, environnement, économie et sociétal, en fonction bien sûr des résultats de l'enquête par Analysis affiliée de Kantar. Commençons avec notre premier panel sur l'environnement. Nous avons comme panéliste Divya Servansingh, Sustainability Manager du groupe Ciel, Vanessa Daugé de Spéville, Head of Sustainability du groupe MCB, et Virginie Villeneuve, bien sûr, fera partie du panel pour la présentation des chiffres clés et des tendances. Ce panel environnement sera modéré par Amandine Ardouard de René, Head of Sustainability and Inclusive Growth, Head of Sunref Technical Assistance, Business Mauritius, que j'invite bien sûr à nous rejoindre tout de suite
je vous invite toutes les trois en fait à nous rejoindre tout de suite sur la scène. Alors Virginie, je vous invite à vous mettre ici. J'invite Amandine à se mettre de l'autre côté de la scène. Et bien sûr, toutes les deux, Divya et Vanessa, installez-vous juste au milieu. Alors pour mieux connaître nos panélistes, regardons ensemble leur vidéo corporate avant de débuter ce panel. We are often so busy with our daily responsibilities that it's easy to forget why we do it. We believe in excellence, ethics, and sustainability. And we believe in our people and their ability to step up to any challenge. We asked 30 individuals from each of our clusters to go beyond their comfort zone. Unlock their imagination and share their expertise. Different people from different backgrounds with very different skills, with one thing in common. They share the common purpose and believe in the same principles. Work smart. Connect with others. Do the right thing. Share ideas. Embrace diversity. Go beyond for a world we can all feel proud of. Magnifique vidéo de présentation en tout cas, merci pour cela. Je cède maintenant ma place à notre modératrice Amandine qui dirigera ce panel. Mesdames, vous avez 50 minutes. Donc on a beaucoup
Donc, merci. Donc, on va commencer avec ce terme biodiversité et changement climatique et vous présenter juste quelques chiffres pour animer le débat très rapidement. Donc, les préoccupations liées à la crise, de manière générale pour les entreprises, vous retrouvez les questions. Parmi ces conséquences liées à la situation écologique, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Et effectivement, la réduction de la biodiversité, la disparition ou le risque de disparition de certaines espèces arrive en premier. Donc, c'est vraiment une préoccupation majeure liée à la crise économique. Et on retrouve cela auprès des préoccupations des entreprises, notamment par rapport à ce qui leur paraît le plus important, et l'environnement est la première des préoccupations. Mais là où j'attirerai votre attention, c'est de regarder par île, sur Maurice, Réunion, Madagascar, juste en dessous. Vous voyez bien que l'environnement fait l'unanimité, mais regardez la deuxième préoccupation. On va voir que sur Maurice, on est sur la hausse des prix, sur la Réunion, les transports, et sur Madagascar, la sécurité des personnes et des biens. Donc là, effectivement, ça nous donne à réfléchir, en tout cas, qu'on peut avoir des problématiques communes, mais que les spécificités liées à chacune des îles doivent aussi être certainement prises en compte pour fédérer autour d'un sujet. Les ODD prioritaires, donc les 17 ODD ont été présentés aux chefs d'entreprise ou aux responsables RSE des entreprises et on voit que, selon eux, pour leur pays, les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique est le deuxième ODD prioritaire. Donc au niveau du pays, c'est vraiment très important. On retrouve un consensus relatif au niveau de l'entreprise parce que c'est tout de même le troisième ODD prioritaire avec 49% des répondants qui le classent à ce rang. Mais qui doit agir? Next, Romy. Merci. Qui doit agir selon les citoyens? Donc, on a quelques différences. Donc, pour les Mauriciens, les citoyens mauriciens, le gouvernement à 77% doit vraiment agir, faire quelque chose, suivi par les entreprises et enfin les consommateurs. Pour les Réunionnais, et c'est certainement la façon de traiter le développement durable qui est très différent sur les îles, c'est d'abord les entreprises qui doivent agir à ce niveau-là. Donc, ok, les entreprises doivent agir, mais on leur a demandé, lorsqu'une entreprise met en avant des actions en vue de réduire l'impact environnemental et sociétal de ces produits, vous avez plutôt tendance à considérer quoi? Et pour la plus grande part, que ce soit à Maurice ou à La Réunion, que ce sont de belles paroles et que rien de significatif n'a changé en réalité. Donc on a vu de très beaux films en introduction. Est-ce que ce sont de belles paroles? Effectivement, aujourd'hui, il semblerait que les preuves sont attendues plus que les discours. Donc si je dois résumer ces quelques chiffres, on peut dire qu'effectivement, l'environnement est une préoccupation majeure des entreprises. L'approche régionale est cruciale pour accroître le développement durable, mais on devrait sûrement tenir compte des différences pour chacune des îles pour fédérer. Ensuite, rappelez-vous qu'on a eu un échantillon qui reste un taux de réponse assez mince, mais ce sont des vrais avocats. Donc on peut aussi utiliser ces dirigeants et ces responsables du développement durable comme un noyau d'avocats dans la démarche. Donc, implications et questions pour notre panel. Comment pouvons-nous intégrer les priorités environnementales communes des îles dans des initiatives régionales de développement durable? Comment pouvons-nous convaincre davantage les entreprises locales de soutenir des projets régionaux? Quelles stratégies peuvent être mises en place pour mobiliser les dirigeants et les responsables en tant qu'avocats?
Et surtout, comment, je dois dire pour Maurice, comment les autorités et les entreprises peuvent-elles répondre aux attentes des citoyens en matière de responsabilité environnementale et sociétale, compte tenu de ce niveau de confiance qui est aujourd'hui très, très relatif. Voilà, le débat est ouvert. Oui, on t'entend, mais un petit peu loin. Donc, si tu peux parler un peu fort. Je disais du coup, Amandine, que je ne vous entends pas bien parce que le micro n'a pas une grosse portée, j'ai l'impression. Alors, moi aussi, je vais essayer de parler fort. Est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, c'est bon, merci. Okay. Alors, Clémentine, je vais très brièvement présenter Bandit Earth. Et je vais te laisser tout de suite prendre la parole en te demandant la première question. Donc, si tu peux, s'il te plaît, nous raconter comment les entreprises vous aident à préserver la biodiversité et comment se passe cette collaboration. Alors, peut-être avant de rentrer directement dans cette question-là, je vais me présenter, je vais présenter Bondi. Donc moi, je suis Clémentine, je suis la directrice des partenariats de chez Bondi. Et Bondi, c'est une entreprise à mission qui régénère les écosystèmes, transforme les actions pour le climat en opportunités économiques pour les populations locales et autorise les communautés pour une solution de reforestation durable. Et on a deux grands projets, deux grands programmes chez Bondi, l'agroforesterie et la restauration de mangroves. Et donc nous sommes une entreprise qui agit à Madagascar uniquement aujourd'hui. Et nous avons écrit il y a 5 ans, on a planté 2 millions d'arbres, on est 120 collaborateurs et on a plus de 45 partenaires qui contribuent à développer nos projets. Des partenaires plutôt issus du secteur privé, comme vous l'avez mentionné Amandine. Et nous sommes aujourd'hui dans 8 régions différentes à Madagascar, donc nord, est et dans les terres également. Voilà. Donc pour répondre à votre question, Amandine, vous m'avez bien posé la question, la première question, comment les entreprises vous aident à préserver la biodiversité, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Alors, nous, déjà, peut-être pour un petit peu de contexte chez Bond, on a choisi de mobiliser le secteur privé pour une raison. C'est qu'il y a 5 ans, quand on a lancé l'activité Bond, on a fait le pari de mobiliser en grande partie le secteur privé pour rendre nos actions le plus pérennes possible et avoir un modèle économique durable pour nos activités, en mobilisant un peu moins les bailleurs de fonds. Même si parmi nos partenaires qui nous accompagnent, nous avons des bailleurs, on en a 2, donc l'Union européenne et l'USAID, on fait le choix de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets, puisqu'on a vu que certains projets à Madagascar s'arrêtaient lorsque les financements des bailleurs de fonds s'arrêtaient. Donc on a voulu avoir un peu plus d'indépendance, entre guillemets, et rendre nos projets totalement durables. C'est pour ça que pour nous, il est très important et qu'on croit que le secteur privé a également un grand rôle à jouer pour les ODD et notamment environnementaux et sociaux. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on dit comment on fait pour préserver la biodiversité avec les acteurs du secteur privé. Tout simplement en luttant contre la déforestation à Madagascar et en effectuant des actions de reboisement sur 8 régions différentes avec des projets agroforestiers et restauration de mangroves. Aujourd'hui, notre impact, c'est 2 millions d'arbres
je disais, 2 habitats restaurés pour la biodiversité dans des écosystèmes de mangroves et de forêts sèches notamment, là où il y a des hotspots de biodiversité avec baobab, lémurien, qui sont des espèces assez connues et phares à Madagascar. On plante plus de 50 espèces d'arbres dans nos projets, avec des mix d'espèces autochtones et de rentes pour les communautés. Et on participe à la restauration des sols, à la lutte contre l'érosion dans tous nos projets. Alors moi, après, comment je fais pour travailler avec le secteur privé? C'est le suivant. Mon rôle, c'est d'aller voir des entreprises et des groupes en leur proposant d'avoir un impact positif sur la biodiversité et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Généralement, ces entreprises ont des rapports extra-financiers et soutiennent déjà des actions comme celle-ci. Et on souhaite contribuer, et nous derrière, on va leur donner des données sur les impacts sociaux, environnementaux qu'elles auront réalisés. Donc on va leur offrir concrètement la possibilité de pouvoir contribuer à leur échelle sur un des grands défis de notre siècle, qui est la biodiversité et le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, on croit que les entreprises, comme les particuliers, exploitent les ressources naturelles pour leur business, de près ou de loin, et donc les entreprises ont un impact sur le changement climatique et la perte de biodiversité. Donc il est parfois de façon volontaire ou obligatoire, par exemple en Europe, pour les entreprises de redonner dans certains sens à ces ressources naturelles qu'elles exploitent. Et après, bien sûr, ça dépend des activités. Les entreprises, selon leur activité, vont plus ou moins exploiter ces ressources. Et donc, comment la collaboration se passe derrière nous avec nos entreprises partenaires qui nous accompagnent, qui contribuent à nos projets chez Bond. On va en fait leur apporter, l'entreprise va choisir d'apporter un financement à un projet, et nous, en échange, on va lui montrer que sa contribution a eu un grand impact et on va lui fournir du coup des preuves tangibles de du travail réalisé, de leur contribution. Donc ça va être par des vidéos ou des photos des projets, ça va être par un rapport de suivi pendant 5 ans fourni, un rapport de suivi annuel qu'on donne pendant 5 ans de l'impact que le projet a concrètement. Une attestation également de reforestation fournie par le monde et le ministère, et on va montrer en fait que la contribution de cette entreprise a fait la différence pour l'environnement. Merci Clémentine. Alors, tu nous as bien expliqué. Bon, j'ai fait la mauricienne, je tutoie tout de suite, hein, désolée. On l'a perdu. Je vous entends toujours. Ok, bon, c'est bon. Donc tu nous as bien expliqué comment vous travaillez du côté secteur privé, mais de l'autre côté de cette équation, il y a bien les communautés à Madagascar avec lesquelles vous travaillez aussi. Donc préserver cette biodiversité car elle peut être source de revenus est la clé du défi. Comment arrivez-vous donc à sensibiliser les communautés? Oui. Alors nous, globalement, sur la phrase que vous avez dite, j'aimerais m'arrêter un peu pour bien donner le sens de cette phrase qui est importante à comprendre, c'est préserver la biodiversité car elle peut être source de revenus, c'est la clé du défi. Nous, on le voit tous les jours dans nos projets. En fait, le problème qu'on peut voir, c'est que préserver la biodiversité peut être source de revenus pour les communautés. Elle peut être source de revenus immédiate ou sur le plus long terme. Et donc, notamment dans le projet de reforestation, on le voit tous les jours ça. Et il y a un peu une ambivalence là-dedans, je m'explique, c'est que le problème, c'est que couper les arbres, c'est une source de revenus immédiate pour les communautés, via le charbon ou les arbres pour faire de la construction. Et donc le challenge aujourd'hui, c'est de faire comprendre que cette biodiversité, elle est une source de revenus, mais qui peut être plus grande si on préserve les écosystèmes. Donc je m'explique, c'est vraiment faire comprendre aux populations qu'en préservant les arbres, on peut générer encore plus de revenus économiques de façon pérenne pour elles et leurs ressources naturelles.
Donc au lieu de couper des arbres pour directement avoir un revenu sur le charbon, et ben, on peut préserver ces écosystèmes-là et les faire grandir tout en augmentant les sources de revenus qui ne sont plus le charbon, mais qui seront par exemple la soie, le miel, qui dépendent de la préservation de ces écosystèmes. Et du coup, j'aimerais donner un exemple d'un projet qu'on fait à Majanga. C'est un projet dans le nord de Madagascar sur la restauration des écosystèmes côtiers avec les mangroves. Et on met en place une restauration de plusieurs milliers d'hectares de mangroves avec des populations locales pour que ces populations-là ne soient pas tentées de regrouper les mangroves, on plante avec elles derrière et de faire du charbon. En parallèle, on crée avec elles des activités génératrices de revenus qui dépendent de la croissance et de la survie de la mangrove. Donc, par exemple, ça va être la pêche, la soie de mangrove, le miel de mangrove, et on a une aspiration de faire également des sensibilisations pour la biodiversité et ses bénéfices pour les communautés, mais on n'a pas encore trouvé de financement pour cela. Donc, on est en train de vouloir mettre ça également en parallèle. Et on voit donc ici dans cet exemple que la biodiversité est ici la source de revenus pour les populations sur le long terme et une croissance. Et comment on sensibilise pour revenir à votre question, on sensibilise donc, à part la sensibilisation sur la biodiversité qu'on est en train de mettre en place et de chercher des financements pour celle-ci, on sensibilise déjà sur toute la partie déforestation dans nos projets. Et on va avant tout sensibiliser les populations en les engageant dès le début de nos projets. Vraiment, quand on arrive, on fait des consultations et on les sensibilise dès le début à ce qu'on va faire. Mais surtout, on fait du capacity building, donc de la formation pour ces populations, ces communautés avec lesquelles on va travailler. Et c'est vraiment pour nous la clé. Donc on sensibilise sur les pratiques agricoles durables, sur la sensibilisation des écoliers également. La formation champ-école, on mène avec des agriculteurs, la formation suivie, la formation aux activités génératrices de revenus, l'éducation financière, etc. Merci beaucoup Clémentine, ça a été très intéressant. Si tu peux rester online pour le reste du panel, comme ça on pourrait peut-être prendre des questions à la fin. Sharon, je suis vraiment désolée, mais je ne tiendrai pas les 10 minutes qui me restent. Ce ne sera pas possible, alors on va quand même continuer avec nos deux autres panélistes. Donc on a Vanessa de l'AMCB et Divya de Ciel, que vous connaissez bien, je pense, déjà dans cette salle. Donc on va pas trop, peut-être, je ne vais pas trop m'éterniser avec les introductions et je vais aller directement à mon but. On va commencer par les questions sur la biodiversité. Donc chez MCB, vous contribuez à la préservation de la biodiversité à travers votre cadre, Your Card for Change. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu cette expérience et les retombées de ce travail? Là, ça va. Oui, merci Amandine. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être extrêmement pratique et vous parler d'un cas précis, parce qu'à la MCB, effectivement, on s'intéresse au sujet environnement, climat, biodiversité depuis un moment, mais je vais dire plus sérieusement depuis 2018, où on a vraiment lancé notre programme de développement durable. Et il fallait, pour être crédible et complet, effectivement, pouvoir avancer sur le sujet de biodiversité. La biodiversité, aujourd'hui, en tant que banque, on n'en avait pas forcément une idée précise de comment faire pour avancer. Donc la première démarche a été de se rapprocher des ONG, ceux qui sont sur le terrain, pour vraiment comprendre où sont les problèmes, comment les aider à trouver des solutions et avancer ensemble en créant des partenariats. Donc la première chose qui a été faite, c'est qu'on a créé un partenariat, j'ai envie de dire, à impact. Je vais vous expliquer après pourquoi j'estime que c'est un impact, d'abord avec la Mauritius Wildlife et ensuite avec d'autres ONG par la suite. Mais en se disant, ok, quels sont les besoins, quelles sont les urgences? On a identifié avec eux 4 espèces qui étaient en voie de disparition, on les a aidés à travers un financement classique, j'ai envie de dire, enfin un financement, mais on voulait aller au-delà du mécénat, de l'approche mécénat, et essayer de créer un partenariat vraiment à impact.
on s'est dit qu'avec eux, comme disait tout à l'heure Clémentine, on pourrait monter quelque chose qui soit de l'ordre d'un win-win. Parce que nous, on a aussi besoin d'avancer, d'être crédible, de report, d'avoir de la donnée, d'avoir identifié des KPI, de pouvoir mesurer l'avancement de la démarche et de l'initiative. Donc avec eux, on a monté quelque chose qui va au-delà de l'aspect purement mécénat, avec aussi l'implication de tous nos stakeholders, de nos employés, de nos clients. Et on a aussi monté un programme de social leave, donc on les a aidés sur place avec des man hours, en fait, d'être vraiment essayer de désherber là où il fallait, aider à préserver l'environnement. Et fort de ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. Donc on a monté un programme qui s'appelait Card for Change en 2018. Aujourd'hui, on est en 2023. Ça a été comptabilisé sur les 4 dernières années. Ce programme nous a permis de récolter 12 millions de roupies. Le principe est simple. Il y avait un objectif business qui était clairement identifié chez nous, qui était de se dire qu'il fallait qu'on essaie d'encourager nos clients à ne plus utiliser le cash, mais d'utiliser leur carte de débit pour faire des achats. Ça, c'était un objectif business clairement identifié. Et de l'autre, on savait bien qu'au niveau de la biodiversité, un des gros enjeux, c'est quand même de conscientiser sur tous les problèmes et d'essayer de trouver des financements pour les sujets de biodiversité et de conservation. Donc, en couplant les deux objectifs, j'ai envie de dire, on a mis en place le Card for Change, qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise la carte de débit MCB, il y a 10 sous qui sont reversés, enfin que la MCB contribue pour un projet dans la biodiversité. Donc à la fois on avait l'objectif de sensibilisation des clients et de tous les clients MCB qui représentent quand même une grosse partie de la population mauricienne, et l'objectif business qui était de passer à une société plus cashless comme on appelle. Donc ça a été quand même une grosse réussite. Je vous dis 12 millions sur les 4 dernières années, c'est pas neutre, et ça nous a permis, comme vous avez vu dans le petit film tout à l'heure, de préserver une partie, enfin on a vraiment du concret, du réel. Et également, j'ai envie de mentionner juste Ebony Forest, qui est aussi notre partenaire, parce qu'il y a énormément d'ONG qui travaillent en matière de biodiversité, qui font un travail formidable, et aussi eux aussi on les a aidés à travers des financements, notamment sur tout leur projet de biodiversité dans le sud-ouest. Merci Vanessa. Si vous n'avez pas encore visité Ebony Forest, je vous encourage. Alors, Divya, Ciel a parmi ses terrains, si on peut dire ça comme ça, cette magnifique vallée de Ferney, qui est assez fameuse à Maurice, et qui représente un potentiel de valorisation de la biodiversité. Alors, comment voir, Ciel, vous avez mis une stratégie pour cette valorisation, et peut-être tu peux aussi partager avec nous quelques défis et challenges dont vous faites face en essayant d'implémenter cette stratégie. Merci. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître effectivement qu'on a la chance d'avoir ce magnifique terrain de Ferney, donc cette vallée, qui possède un formidable patrimoine historique avec le Dutch Landing, culturel et naturel, évidemment. Et bien entendu, nous avons à cœur de non seulement le préserver, ce patrimoine, mais aussi de le valoriser. Alors effectivement, pour répondre à la question comment valoriser, quelle est la stratégie, je dirais que la stratégie s'articule autour de 4 pôles. Le premier, c'est d'avoir une vision, comme on appelle, de créer un tropical agri-wood. Un agri-wood, c'est quoi? C'est un lieu où l'agriculture se mêle et est vraiment au centre de la communauté et le développement. Et donc c'est vraiment un lieu de vie que l'on cherche à réaliser. Et à travers cela, on a mis en place un certain nombre d'actions qui vont être déroulées. Donc d'architecture bioclimatique, d'infrastructures bas carbone, de drains naturels, de récupération d'eau obligatoire. On a aussi une intégration au niveau du projet en lui-même de faire une zone de restauration de 45 hectares. Évidemment, cette vision s'appuie sur derrière 15 ans d'expérience dans la conservation, ce qui n'est pas anodin.
Donc 15 ans d'expérience de conservation au niveau de la vallée de Ferney Conservation Trust, qui est une zone de 150 hectares dédiée à la conservation. On a abrité sur cette zone, on a planté sur cette zone à date 37 500 arbres indigènes et on en a près de 25 000 en pépinière. On a multiplié par 2 les capacités des pépinières parce qu'on a vu qu'il y avait un véritable besoin. Et c'est un partenariat assez exceptionnel qui a été un vrai challenge à mettre en place. La conservation, ça n'est pas facile tous les jours et ça n'est pas forcément gratifiant tous les jours. Pour ceux qui connaissent la vallée de Ferney, il pleut, les gens sont là-bas tous les jours, sur le terrain. Et c'est un travail formidable qu'ils réalisent, évidemment pas seul, ce n'est pas que Ferney. On a des partenaires formidables, la Mauritius Wildlife qui a été mentionnée précédemment. Au niveau du gouvernement, on peut aussi mentionner le FARE qui soutient les objectifs de formation et d'éducation. On en a d'autres d'ONG et d'universités qui nous soutiennent également, l'Université de Maurice. À travers la recherche. Donc on est assez fiers de ce partenariat et on souhaitait aussi pousser l'esprit partenariat plus loin avec un 3e pôle, celui du AgriHub, où on a à peu près une dizaine d'agri-entrepreneurs qui sont installés. Et l'idée c'est d'adresser des questions de résilience, de food resilience à travers ce AgriHub. Et aussi de venir donner une impulsion sur le côté agritech. On a abrité un projet avec Catapult Norway et avec un certain nombre d'autres partenaires où on a aidé et accéléré 7 entreprises ou start-up sur le continent africain qui sont venues donc à Maurice et qui ont été bénéficiaires d'un accompagnement. Et j'aimerais souligner qu'une de ces startups, Complete Farmer basée au Ghana, a récemment levé 10 millions en Pre-Series A funding, avec notamment l'accompagnement de ProParco. Donc c'est une très belle réalisation de cette startup que j'aimerais saluer. Et peut-être juste pour mentionner le 4e pôle qui est sur l'écotourisme. Donc au niveau du Ferney Eco Lodge et de Falaise Rouge, le restaurant Falaise Rouge, qui propose à la carte des menus d'inspiration locale et où on a mis en place un projet de farm to table où on essaie de cultiver un certain nombre de produits au niveau de Ferney même. Donc c'est du ultra local. Merci Dilia. Alors nous allons passer de la biodiversité au changement climatique et plus précisément les risques climatiques auxquels les compagnies font face. Alors on va commencer avec Vanessa. En 2021, la Banque de Maurice a donc publié son premier draft sur les risques climatiques. Il fallait intégrer aux risques financiers des banques. Vous avez dû préparer un roadmap et en janvier, cette loi va devenir applicable. Donc vous avez eu à peu près 2 ans pour vous préparer et pour cette transition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette transformation s'est passée? Quels sont les skills que vous avez dû apprendre et mettre en place dans les opérations de la MCB? Oui, merci Amandine. Enfin, il faut dire que le risque climat, au fond, c'est un risque financier. Et pour une banque, gérer les risques, c'est un peu notre métier. Du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéressait depuis un moment. C'est vrai que la guideline de la Banque de Maurice est venue accélérer tout ça, donner un vrai coup d'accélérateur, ainsi que tout ce qui a été publié récemment, même au niveau du ministère des Finances, le ESG Framework, la semaine dernière. Tout ça, c'est des signaux forts que Maurice est en train d'avancer, que cela va nous permettre aujourd'hui de déployer un certain nombre de financements pour financer justement cette transition vers une économie bas carbone. Mais pour revenir au risque climat, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a effectivement deux types de risques. Le risque physique, je crois, qui est quand même assez
tangible et facile à comprendre, ce sont les risques qui sont liés aux intempéries, aux cyclones, aux sécheresses, aux flash floods, et qui fait qu'il y a un impact direct sur les opérations, l'asset, le champ agricole ou quoi que ce soit. Ça, ce sont les risques physiques. Donc ça, il faut pouvoir le mesurer et l'intégrer dans notre évaluation du risque au niveau des banques, parce que c'est notre métier, comme je disais. Et puis, il y a le risque de transition qui est là peut-être un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que c'est vraiment les risques qui sont liés à l'impact sur une activité quand toute une société bouge vers une économie bas carbone et donc ou pour des questions d'usage, de technologie ou de mode des consommateurs. Je prends par exemple la voiture électrique, je pense que c'est un bon exemple. Si tout le monde se met à acheter des voitures électriques, il va y avoir un impact réel sur les petites sociétés ou entreprises qui vendent des pompes à essence, enfin qui vendent de l'essence. Ça c'est sûr. Donc ça s'appelle du risque de transition et ça a un impact sur les entreprises aussi. Donc c'est vraiment lié à l'économie. Donc l'idée aujourd'hui c'était de pouvoir avoir une cartographie de ce risque climat, qu'il soit de transition ou physique, sur l'ensemble de notre portefeuille aujourd'hui à la MCB. Parce que, enfin, je pense que c'était un grand CEO d'une assurance qui disait récemment que un monde à plus de degrés n'est pas forcément assurable. Je crois que c'est une réalité aujourd'hui. On peut demain, je parlais de risque de transition, se retrouver avec ce qu'on appelle les stranded assets, qui sont des assets qui valent plus rien parce qu'on vit dans une société bas carbone ou décarbonée. Donc tout ça, c'est des choses extrêmement importantes à prendre en compte pour une banque. Et très concrètement, je voudrais finir dessus, ce que ça veut dire pour les entreprises, c'est qu'il va falloir qu'ils démontrent, aux banques notamment, qu'ils arrivent à minimiser les risques climat dans leurs opérations, l'impact des risques climat sur leurs opérations, et que concrètement, quoi qu'il arrive, ils arriveront à générer du revenu. Donc c'est pour ça qu'il faut minimiser l'impact du risque climat, générer des revenus pour repayer leur financement au final. Donc oui, on est bien embarqué dans cette démarche, on est encore au stade de récolte de données, parce que ta question par rapport à la donnée est pertinente et aussi on a dû certainement se faire accompagner parce que déjà c'est un sujet qui est nouveau, il faut sensibiliser, convaincre, avoir les expertises qu'il faut en interne, c'est chose faite maintenant. Et puis également récupérer de la donnée, ce qui est la clé dedans pour avoir une visibilité de l'impact du risque climat sur notre portefeuille, il faut déjà pouvoir avoir de la donnée. Donc ça, on a dû se faire, acheter de la donnée avec des grands cabinets du marché. Et aujourd'hui, on est au stade de compiler tout ça, analyser et voilà, et on coopère avec la Banque de Maurice pour ça. Et je pense que ce sera une belle avancée pour nous, ça c'est sûr, mais pour le pays également. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Merci. Merci pour cette bonne explication des deux types de risques, qui fait une très bonne liaison, transition pour Divya. Alors Divya, donc comment tu vas faire pour montrer aux banques que vous intégrez ces risques climatiques dans vos opérations anciennes? Donc il y a les risques physiques qu'on connaît tous, mais vous aussi vous avez des risques de transition, une diminution des demandes de vol éventuellement, qui peut donc impacter votre pôle du tourisme, peut-être une diminution des achats de vêtements neufs, parce qu'on dit aux gens d'aller acheter du second main, par exemple, donc qui va impacter votre secteur du textile. On sait bien que Ciel est assez grand dans ce secteur. Donc comment est-ce que vous faites pour prévenir de ces risques? Quelles sont les choses que vous avez mises en place par rapport à ça? Alors je pense que c'est effectivement les problématiques de quantification du risque et des risques opérationnels pour nous. J'ajouterais que c'est sur des risques sur toute notre chaîne de valeur, donc que ce soit en amont avec la demande, avec les suppliers, et aussi en aval avec la distribution. On voit bien qu'on va faire face à énormément de challenges. Alors au niveau du textile, certainement on peut anticiper qu'il y aura un changement au niveau des consommateurs, du comportement du consommateur. Et on est complètement conscient de cela.
Énormément de travail est fait au niveau de Tel Textile pour vraiment essayer, d'agir au niveau de l'industrie. On est contributeur au niveau du IG, au niveau du Sustainable Apparel Coalition et d'autres démarches de ce genre. Et pour une petite entreprise finalement dans le monde qui est basée sur une petite île à Maurice, ça n'est pas anodin d'avoir pu atteindre ce genre de forum. Et on a voulu venir démontrer qu'on n'est pas juste dans la compliance. On a atteint des scores vérifiés au niveau du HIG Environment de 90,6, ce qui est bien au-dessus du score médian de 58, quand on pense aux grands manufacturiers textiles du monde qui sont aussi dans cet index de notation. Et donc ça, c'est vraiment un grand premier point, c'est agir au niveau de l'industrie même. Ensuite, c'est de venir agir effectivement sur nos produits. Nous voulons avoir des innovations au niveau de nos produits, au niveau du design notamment, puisque c'est là où l'impact est le plus grand. Et on a mis en place un certain nombre d'outils comme l'Eco-Index, qui est un outil à destination à la base de nos designers en interne, pour venir leur dire, voilà, si vous concevez un vêtement en utilisant tel matériau, dans telle quantité, tel assemblage, avec des suppliers qui viennent de telle ou telle région du monde, votre produit final aura un impact carbone de temps. Et il y a une notation avec un code couleur qui leur permettent en fait de prendre des décisions. Et c'est un simulateur qui nous permet de réaliser des changements en temps réel. Et maintenant, nous l'avons partagé avec les designers de nos marques, qui sont nos clients. Et ça nous permet en fait de les sensibiliser également. Et pour avoir un pied aussi dans le futur, nous avons été dans une démarche de design 3D, d'échantillonnage 3D, d'impression 3D et d'échantillonnage aussi avec des techniques d'assistance de réalité virtuelle. Donc il faut s'imaginer qu'au lieu d'aller voir cet ensemble de clients, ce portefeuille qui est assez grand et assez dispersé dans le monde, on peut aujourd'hui, sur des plateformes, réaliser des échantillons, voir comment le tissu tombe selon la matière, comment la couleur rend selon tel éclairage, comment ça peut être sur un certain type de corps ou à une certaine taille, etc. Donc c'est un outil très puissant qui est vraiment bien vu, qui a été bien reçu par nos clients et l'adoption est en cours. Donc on attend des forts résultats par rapport à ça et à l'économie de CO2 qui est possible. Et puis, toujours au niveau du textile, il y a des grosses innovations sur les structures en elles-mêmes, nos usines, nos équipements qui sont moins gourmands en eau, en électricité, le design des usines, les bâtiments avec des certifications LEED, l'aspect déchets, où on a 6 usines en Inde qui sont zéro déchet et 2 à Madagascar qui sont zéro déchet textile. Donc ça c'est au niveau du textile. Et puis au niveau de l'hôtellerie, on peut souligner qu'il y a eu un vrai projet de transformation et on essaie d'embarquer ce travail de sustainability qui a été fait de longue date, mais davantage dans l'expérience et le parcours client. Et comme ça permet de sensibiliser et le staff et les clients. Parce qu'il faut être clair que lorsqu'on est sur une île, on ne pourra pas dire aux gens venez à la nage. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement rendre l'expérience au niveau local plus verte, déjà, et plus complète au niveau de l'intégration avec le territoire. Et on peut essayer de diversifier la source de nos clients pour avoir des clients qui sont plus proches. Voilà. Merci Divya, merci beaucoup. Alors on a terminé ce panel. Je sais que j'ai dépassé le temps, mais j'aimerais quand même laisser au moins une question à l'audience, si j'ai le droit. Bien sûr, en fait on a à peu près une dizaine de minutes pour le débat public, donc si vous avez des questions, mesdames et messieurs, vous pouvez en profiter et demander et poser vos questions à nos panélistes et nos experts qui sont là aujourd'hui. Génial. Pas tous en même temps. Alors,
Je vais me balader avec le micro pour donner la parole à madame. Ah, j'ai ma collègue qui prend le relais. Bonjour, merci pour toutes vos explications. Nathalie Sanchez de Dynamia. Juste une petite question à Ciel. Vous parlez d'usine zéro déchet en Inde et à Mada. Quid de Maurice et pourquoi pas encore arrivé à ce stade? Alors, les partenariats que l'on a pu trouver en fait en Inde nous ont permis d'abord d'apprendre comment réaliser cette démarche zéro déchet. Parce que pour nous, il faut être clair, c'est un chemin, c'est un long cheminement et un travail d'apprentissage. Et donc on a pu en Inde trouver en fait des ONG, le gouvernement également, les autorités locales qui ont tous participé à la démarche et d'autres plateformes au niveau de l'Asie en elle-même, comme je peux mentionner peut-être un partenariat avec Reverse Resources qui regroupe en fait toute la chaîne de valeur des déchets. Donc les générateurs, les recycleurs, etc. Aussi les autorités. Et qui permet en fait un vrai accompagnement aussi au niveau de la recherche, des matériaux, etc. Donc c'est clairement, lorsqu'on se rapproche de zones où l'on traite les déchets, c'est beaucoup plus simple aussi de pouvoir avoir cet écosystème-là et de pouvoir avoir des solutions concrètes et les mettre en place. À Madagascar, en fait, on a essayé de faire par ordre de grandeur, si j'ose dire. On avait donc targeté l'Inde parce que nous avons plus d'usines là-bas, et pour les raisons que j'ai mentionnées. Nous sommes ensuite basculés sur Madagascar. On remarque que les défis ne sont pas les mêmes. Et maintenant, nous allons bien sûr nous attaquer à Maurice, et nous avons commencé des partenariats plus ciblés à Maurice. Donc notamment avec The Good Shop, mais aussi d'autres plus petites ONG. On travaille avec la prison de Beaubassin sur un projet de rug mats. Donc on a des actions plus ciblées pour l'instant qui sont beaucoup sur l'upcycling. Et on cherche en fait à voir comment on peut faire pour changer cela. Déjà au niveau du plastique, des emballages, etc., du fret. Ensuite sur les différentes postes d'émission. Et voilà, donc ça arrive. Autre question? Si vous avez des questions, alors de ce côté, je laisse la parole à monsieur. Bonjour, Grégory Martin de la région Réunion, également citoyen engagé. Merci pour ce panel, bravo aux archipels pour cette organisation fabuleuse. Moi j'ai une question pour la MCB. On a eu 3 rapports. Climat, Local Rebound, et je salue également l'AMM engagée dans l'économie circulaire à nos côtés. C'est quoi la prochaine surprise que vous allez pouvoir mettre en place, parce que c'est des moments qui sont très importants pour notre territoire, pour l'île Maurice. Ça nous permet de sortir de notre milieu insulaire, et je salue également M. Lebon du département de la MCP, parce qu'on arrive à voir, vous avez fédéré le privé, le public, les ONG. Et donc, ma question en tant que citoyen, c'est quelle est la prochaine étude ou quelle est la prochaine étape que la MCB pourrait mettre en place dans cette démarche? Voilà. Merci pour ta question, Grégory. Oui, effectivement, il y a eu le Local is Beautiful, le climat, le Local Rebound. Je te rassure, il n'y a rien qui est vraiment en cours tout de suite, mais il me semble évident que la biodiversité est un sujet qui aujourd'hui, comme disait Amandine au tout début, on ne peut pas penser une stratégie climat sans une stratégie biodiversité. Ça va de pair, c'est évident, c'est les deux faces d'une même médaille. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une méconnaissance, mais de la part de tous les acteurs, hein, vraiment, et je nous inclus dans l'idée sur ce que veut vraiment dire la biodiversité, on parle des services rendus par les écosystèmes, on parle du fait que, tout à l'heure on disait que ça a un impact direct, c'est une source de revenus aussi pour les communautés, tout ça est méconnu. On parle de déforestation, et moi tout le temps j'ai toujours cette question qui vient, mais en fait, vous voyez la déforestation, ou à Maurice, je ne vois pas trop, mais en fait, on est un des pays les plus impactés. Donc quand on regarde les statistiques et quand on regarde
les rapports UN, etc., c'est extrêmement... On n'est pas bon. Donc, à mon avis, je pense que pour tout le monde, hein, mais après, déjà sur la donnée climat, c'est pas évident, parce qu'on parlait tout à l'heure sur le risque, pas du tout évident, c'est des nouveaux sujets, sur la région ça n'existe pas, c'est très compliqué à avoir la data qu'il faut. Maintenant, biodiversité, je t'explique même pas. La valeur on était dans une conférence en Namibie il n'y a pas longtemps sur justement ces sujets, on a abordé ces sujets de biodiversité pour l'Afrique, quand on essayait de mettre la valeur d'un rhinocéros versus la valeur d'un... Enfin, c'est pas toujours évident. Hein. Après, d'un point de vue régulatoire aussi, il y a tout ce qui est TNFD, donc qui est la partie nature-based, mais je veux dire, il y a le TCFD, on n'y est pas encore, maintenant la TNFD c'est un autre sujet. C'est certainement ce qui vient, mais aujourd'hui on n'a pas encore la donnée pour ça. J'aimerais bien en tout cas. Merci pour ta réponse très candide. Tony? Bonjour, Tony Descoussis, merci pour les panélistes et merci Jacques et ton équipe et les sponsors pour cet événement. Moi je suis en train de faire de la recherche pour comme j'appelle, c'est le single bottom line to sustainability, pas le triple bottom line. Et je voulais savoir des panélistes pourquoi vous faites des œuvres dans l'environnement, la biodiversité. Et aussi, si vous pouvez parler de quel est peut-être votre gain économique, que ce soit cheaper finance, que ce soit des pressions des investisseurs, ou bien même des grandes que vous avez sur vos projets. Quel est peut-être l'aspect économique quand vous faites une action, une initiative liée aux ODD? Voilà, c'est ces deux questions-là. Premièrement, pourquoi vous faites des actions green, environnement et social? Et deuxièmement, quel est l'aspect économique dans ça? Quels sont les retombées économiques dans ce que vous faites? Merci. Après, est-ce qu'on peut demander peut-être aussi à Clémentine de prendre une partie de la question? Mais Clémentine, on commence par toi et ensuite on passe à Vanessa et Julien. D'accord. Merci Amandine, merci pour la question. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on fait des actions green? C'est assez simple. C'est notre cœur de business. On pense qu'il faut préserver la biodiversité à Madagascar. Pourquoi? Parce que Madagascar est un hotspot de biodiversité. Selon l'IUCN, donc l'IUCN, c'est l'Union internationale pour la protection de la nature, il y a 5% pas selon l'IUCN, excusez-moi, selon l'UNEP, la statistique que j'ai dit en avant tout à l'heure, il y a 5% de la biodiversité mondiale qui se trouve à Madagascar. Et parmi ces 5%, il y a 70% d'espèces endémiques à Madagascar, qui montrent que Madagascar est un espace riche en termes de biodiversité pour la planète. C'est WWF qui l'a dit. Mais cependant, cet écosystème à Madagascar est très menacé par l'homme via la déforestation, la pollution et le changement climatique. C'est pour ça qu'on a créé le monde, c'est pour ça qu'on fait des actions vertes aujourd'hui. Et quels sont les aspects économiques de notre modèle, quelles sont les retombées pour nous. Alors c'est un peu plus complexe, donc je vais donner une réponse rapide et ceux qui souhaitent plus de détails pourront me contacter après. Mais en fait, nous, on a monté un business model en 2 étapes. La première étape, c'est de créer de l'impact et d'investir dans des entreprises privées dans nos projets qui vont nous rémunérer pour des services RSE. Et ça, c'est le temps que l'on puisse être indépendant financièrement via les autres projets que l'on mène sur des filières durables, sur la partie carbone et sur la partie cycle de recherche. Donc en fait, on a vraiment quelque chose en 2 étapes, le temps que les législations carbone s'ouvrent plus à Madagascar et le temps que les filières durables qu'on a créées poussent, qu'on puisse les vendre derrière avec nos agriculteurs. Merci beaucoup. Et à vous deux, motivation et impact sur le bottom line? C'est une question fondamentale, mais extrêmement vaste.
Je pense que tout est une question de vision et de stratégie long terme. Si on pense que tout de suite là, c'est ça le sujet, c'est qu'on a... pour une banque comme MCB, je crois que c'est assez fondamental déjà parce que ce sont des sujets qui sont de plus en plus regardés. Quand on voit aujourd'hui que justement tout ce qui est critères extra-financiers, même les cabinets comme Moody's ou autres, c'est des choses qui commencent à être regardées de près. Je pense qu'on sait où on va. Je veux dire, on avance toujours dans la même direction. Ensuite, en termes d'investisseurs, c'est aussi des choses qui sont extrêmement regardées. Aujourd'hui, même quand on va chercher des financements à travers des DFIs, c'est des choses qui sont des critères qui sont regardés aussi. Donc il y a un business case, c'est sûr, et ce business case-là va aller que dans une seule direction. Je pense que ça va de plus en plus être une réalité. Alors le sujet, c'est quand même celui de la transition, parce qu'évidemment, on ne peut pas passer d'une économie carbonée à une économie complètement décarbonée. Tout ça se fait dans la durée, avec une roadmap, un pathway, mais surtout, et ça c'est le sujet pour l'hémisphère sud aussi, surtout, et les archipels et les Mascareignes, c'est celui de la transition juste, où on arrive à avoir quand même pas que le focus sur le E du ESG, mais aussi sur le S et le G, qui sont hyper importants, notamment sur les pays d'Afrique, ou de Madagascar, ou Maurice, ou des îles qui finalement contribuent à 0,001% des émissions, autant dire rien du tout, mais qui vont devoir s'adapter malgré tout. Donc il y a cette histoire de transition juste qui est hyper importante à gagner en ligne de compte, mais pour répondre à la question, les indicateurs sont de plus en plus regardés, et ce qu'il y a de sûr, c'est que ça ne se fait pas non plus overnight, donc il faut se préparer, s'équiper. C'est pour ça qu'on a monté une équipe, nous à la MCB, depuis quelques années maintenant. On se prépare, on n'est pas au top du tout, les sujets sont nouveaux, on continue à avancer, mais c'est ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne va pas devenir... ça prend du temps, donc il faut rentrer dans le train maintenant, pas attendre trop longtemps, parce que plus on commence tôt, et puis on est sûr de pouvoir au moins être dans un compliant, un minimum. Ouais, je pense que sur le pourquoi on se rejoint, donc je ne vais pas le répéter. Et sur l'intérêt économique, je pense que c'est clairement, on voit le changement des modes de consommation, le changement donc au niveau de la demande. Donc pour les business qui sont directement impactés par ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en considération. Le deuxième intérêt économique, ça va être donc le financement, qui a été évoqué. Au niveau d'une entreprise, on est dépendant quand même d'un certain nombre de financements par la dette, et on voit que ça va être impacté. Mais aussi au niveau equity, parce qu'on a des fonds d'investissement qui sont de plus en plus à impact, qui sont de plus en plus intéressés par cela. Et enfin aussi par les investisseurs, les bailleurs de fonds internationaux qui nous supportent aussi. Et puis aussi sur les risques de transition, on a mentionné les stranded assets. Au niveau de Ciel, on a à cœur d'intégrer ça dans notre business model et de faire en sorte que la régénération des assets, par exemple, devienne un de nos cœurs de métier. Donc c'est cet aspect de se dire divestment is not a strategy, et par contre on peut venir intégrer cet aspect de transition dans notre business model, et il faut le faire comme le soulignait ma collègue tout à l'heure. C'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il y a un travail d'apprentissage et d'adaptation qui est assez énorme. On a une dernière question et on va essayer de répondre rapidement comme on a un petit retard sur le programme. Mesdemoiselles, mesdames. Je vais faire très vite. Mais même en faisant très vite, je ne peux pas commencer sans d'abord vous féliciter, Jacques, pour cet événement, et puis remercier les sponsors qui font que c'est possible, et aussi féliciter et remercier Clémentine pour tout ce qu'ils font à Madagascar. C'est formidable, bravo, c'est de l'action, c'est concret, c'est clair, on fait et on parle après. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Alors moi, je voulais juste poser une question, faire un commentaire sous forme de question, en disant, bon, on n'est pas naïf, on sait dans quel monde on vit,
Mais on sait très bien qu'avec le changement climatique et qu'avec la biodiversité, ce qu'on joue, c'est notre avenir. Et ce n'est pas notre avenir en tant qu'entreprise, c'est notre avenir en tant qu'espèce. Et je suis un petit peu surpris qu'on soit toujours encore en train de dire qu'il faut faire des business plans pour faire ce qu'il faut. Donc ça, je ferme la parenthèse, c'était une idée que je laisse flotter pour l'avenir. Non, ma remarque, elle est plus que sur le fait que, autant sur le climat, d'une part, au-delà, quand on lit entre les lignes, on sait que la guerre, elle est perdue, autant sur la biodiversité, on peut d'une part agir localement, alors que dans le climat, on ne peut agir que globalement, et c'est ce qui me fait dire que les choses sont très mal engagées, mais les efforts qu'on peut faire sur le climat ne se verront pas, soyons clairs, au niveau de Maurice. En revanche, les efforts qu'on fait sur la biodiversité se verront, parce que la biodiversité, c'est quelque chose de local. Et en plus, ce qu'on sait, c'est que dans l'histoire du climat et de toutes les incertitudes qui sont liées autour du climat, la plus importante, elle vient du vivant. Donc, je crois que les équations physiques, les gens les maîtrisent plus ou moins. Ce qu'on ne maîtrise pas du tout, ce sont les équations biologiques, ou beaucoup moins bien. Donc, tout ce qu'on fera dans la matière de la biodiversité aidera, je dirais, à avoir les meilleures surprises possibles dans le domaine du vivant. Donc, voilà un petit peu la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous encourage donc à travailler sur la biodiversité ? Oui, complètement. Mais juste sur le climat, oui, même si l'atténuation, pour Maurice, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose parce que globalement, ce n'est pas le plus gros émetteur. Mais malgré tout, moi, je pense qu'il y a un vrai lien aussi parce que la biodiversité fait partie des plans d'adaptation du pays. Donc, en termes d'adaptation, il y a vraiment matière à progresser